Du coup, je sais pas si vous m'avez entendu expliquer que j'aimerais arriver à vous montrer des jeux comme ça sur le stream. Et donc je mettrai les streams sur YouTube et puis je ferai quelques vidéos entre deux, euh, voilà, des jeux. Et donc là, bah, on est parti pour le Discovery Tour. Donc celui-là, on avait déjà fait le Discovery Tour euh, sur la version grecque. Et là, on va faire sur la version Égypte. Alors, attends, est-ce que j'ai l'impression que vous n'avez pas le son du jeu. Vous allez me dire si au niveau du son c'est mieux. Longer en bateau les berges d'une île ou parcourir à cheval des déserts et des terres fertiles et luxuriantes. Et lorsqu'une vue vous fascinera, immortalisez-la à l'aide du mode photo et transmettez-la à vos amis. D'accord, si c'est trop fort, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Nous espérons que cette découverte vous plaira. C'est un peu fort, d'accord. Alors attends, hop. Tac. En tout cas déjà, il est super beau comme l'autre. Un truc de fou. Par contre, j'ai l'impression que l'ordinateur va avoir du mal à gérer. J'ai l'impression que l'image, elle est un peu saccadée. Alors, nombre de stations 8, région Alexandrie. Découvrez la conception et le plan de la ville d'Alexandrie. 6 minutes. Voici, on est parti. Bienvenue dans la planification le de la chemin ville jusqu'à la d'Alexandrie. station suivante. Allez, go. C'est un vers de l'Odyssée d'Homère qui donna à Alexandre l'idée de fonder sa grande ville. Il y a devant l'Égypte, dans la mer aux houles nombreuses, une île qu'on appelle Pharos. Guidé par ces indices, Alexandre le Grand fonda sa ville à l'extrémité ouest du delta du Nil. Si Alexandre a estimé le site idéal pour sa grande cité, il posait néanmoins de nombreux problèmes. L'accès était extrêmement difficile lors des tempêtes, les marais voisins étaient malsains, et le sol calcaire ne convenait guère aux cultures. Mais influencé par son mentor Aristote, Alexandre comprit que la véritable valeur de ce lieu était son emplacement stratégique. Alexandre savait qu'en tenant Péluse à l'est, Memphis au sud et son joyau, Alexandrie, à l'ouest, il disposerait d'une place forte triangulaire lui permettant de contrôler la totalité du delta, tout en ayant accès à la Méditerranée. Ok. Les murs d'Alexandrie connurent des débuts modestes. Manquant de craie pour tracer les fondations de la future ville, les architectes durent employer de la farine. Des nuées d'oiseaux migrateurs se posèrent et mangèrent la farine, effaçant les tracés. Cela poussa Alexandre à consulter les oracles, qui le rassurèrent
en lui affirmant que sa future ville nourrirait une vaste population. Et Farine est encore en histoire, dis donc. Alors, les murs d'Alexandrie connurent des débuts modestes, manquant de craie. Ok. Ça, ils viennent de le dire en fait. Mais notre petite poudre, elle a toujours une importance capitale partout. Hein. Les fouilles menées par Mahmoud Bey el-Falaki au XIXe siècle ont montré que l'enceinte mesurait environ 5,2 km de long sur 2,2 km de large. Elle était haute de 9 mètres. Ok. Ces redoutables murailles ont résisté à de nombreuses attaques, dont celle du roi de Syrie en 169 avant notre ère. Ce n'est qu'en 295 de notre ère qu'elles furent abattues par l'empereur romain Dioclétien, et ce, après 8 mois d'assaut incessants. Et c'est taper dans le chameau, ça peut faire mal. Excellent. Ah oui, ça te va très bien, ma petite dame, comme surnom. Dinocrate, le principal urbaniste d'Alexandrie, choisit un plan hippodamien, c'est-à-dire en damier. Cette option maximisait l'aspect fonctionnel, avec des voies rectilignes et en dessous des canaux. Alexandre reconnut la valeur militaire de ce plan. Les larges rues parallèles permettaient de surveiller la ville tout en autorisant les déplacements de troupes. Un couloir central s'étendait du port nord, sur la Méditerranée, au lac Maréotis, au sud. Cette voie jouait le rôle d'artère commerciale et de communication entre les deux ports. De nombreuses rues étaient bordées d'imposants bâtiments et de parcs, y compris la voie canopique, avec sa porte impressionnante à l'extrémité est. C'est super beau en tout cas. À voir en vrai, ça doit être génial. La ville d'Alexandrie a très probablement été bâtie à l'emplacement d'un village égyptien. Lorsque la ville fut achevée, les Égyptiens refusèrent de l'appeler du nom de son fondateur, préférant l'appellation de Ra-Ked, la construction, pour marquer leur mépris. Ce nom fut par la suite hellénisé en Rakotis. Cette réticence n'empêcha pas le nom d'Alexandrie de perdurer. Ouais. Bienvenue dans le Discovery Tour d'Assassin's Creed. Vous pouvez explorer l'Égypte ancienne à votre rythme ou sélectionner les 3 petits traits pour choisir une nouvelle visite en ouvrant le menu de pause. On va ouvrir. Alors, on a quoi comme... Oh, c'est pas comme l'autre fois. Donc il y a Égypte, les grandes régions d'Égypte, le Nil, les déserts, dépression de Qattara, Siwa, le Fayoum, la ville de Memphis, redécouvrir l'Égypte, Natron, faune de l'Égypte ancienne, flore de l'Égypte ancienne, hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, Jean-François Champollion, je crois que c'est celui qui a trouvé la pierre de Rosette, si je me trompe pas. La fondation de Cyrène, l'Agora et les thermes, le temple de Zeus à Cyrène, les monuments importants de Cyrène, l'acropole de Cyrène, l'arène des gladiateurs, les principales exportations de Cyrène. Après, il y a les pyramides, l'origine de la pyramide, le complexe de la pyramide à degrés de Djéser, à l'intérieur de la pyramide à degrés de Djéser, première pyramide de Snéfrou, Idole de Dachour, pyramide rouge de Dachour, après c'est les énigmes du Sphinx, Alexandrie, la vie quotidienne. Ah, il y a pas mal de thèmes, hein. Et les Romains. Je sais pas si vous avez un thème en particulier que vous voudriez.
N'hésitez pas à me le dire. Tout te va, d'accord. Après, les pyramides. Allez, on est parti pour les pyramides. L'origine de la pyramide. Ah oui, du boulot. Bah, on est parti. Mais par contre, c'est bizarre, c'est que... Et ben, on est parti. Bienvenue dans l'origine de la pyramide. L'origine du mot pyramide est controversée. Beaucoup estiment qu'il provient du mot grec pyramis, qui désignait un petit gâteau de forme pointue. Dans l'Égypte ancienne, la vie et la mort reflétaient le cycle solaire. La forme parfaite de la pyramide à face lisse fut associée à la métaphore de la transformation du pharaon en rayon solaire à sa mort. Les pyramides représentaient le Ben-Ben, le monticule primordial du mythe héliopolitain de la création. Ces récits se sont étendus à tous les aspects de la vie égyptienne. Pendant la période prédynastique, les pratiques funéraires évoluèrent différemment. Les rituels n'étaient pas les mêmes en Haute ou en Basse-Égypte. Bien avant la pyramide, on utilisa des fosses funéraires. Le site funéraire le plus ancien découvert à ce jour, et qui date de 5000 ans avant notre ère, est celui de Mérindé Beni Salam, en Basse-Égypte. L'étude des tombeaux a révélé que les défunts étaient enterrés dans une tombe peu profonde, en position fétale. Mais les quelques objets qui y ont été trouvés n'ont pas permis de déterminer le statut social des personnes inhumées. En Haute-Égypte, les pratiques prédynastiques sont plus faciles à étudier et révèlent des rites plus élaborés. On les a classés en deux phases, la phase de Badari et la phase de Nagada. La phase de Badari s'étend de 4400 à 3800 avant notre ère. De petites nécropoles ont été découvertes en bordure de village et ont révélé l'apparition d'un culte funéraire. Le corps était déposé dans une tombe ovale et recouvert de peau de chèvre ou de gazelle. Des objets de la vie quotidienne étaient disposés auprès du cadavre. Ouais, c'est clair que le jeu il est magnifique. Les environnements là, waouh. C'est trop beau. Pendant les trois périodes de Nagada, entre 4000 et 3510 avant notre ère, les pratiques funéraires se complexifièrent. La forme de la tombe passa de l'ovale au rectangle, à l'image des habitations des vivants. La taille des tombes augmenta et les objets funéraires se firent plus nombreux et plus stylisés. Les tombeaux devinrent plus élaborés, avec des renforts en maçonnerie, en boiserie ou en briques crues. On vit ensuite apparaître des nécropoles hiérarchisées. Ainsi, à Hierakonpolis, la nécropole de l'élite était séparée de celle du reste de la population. Il nous manque juste la chaleur pour s'y croire. Vraiment. Le mot mastaba, qui signifie banc en arabe, désigne une architecture funéraire présente en Égypte depuis la période archaïque jusqu'au Moyen Empire. Évolution de la pratique funéraire, le mastaba était généralement constitué de deux parties. Une vaste structure rectangulaire bâtie à la surface, avec des murs en retrait, et une chambre funéraire souterraine. Des mastabas plus petits entouraient le vaste tombeau du pharaon.
Ils abritaient généralement la dépouille de membres de la famille royale et de la cour. L'aménagement de l'infrastructure du mastaba a évolué pendant l'Ancien Empire. À partir de la 5e dynastie, les mastabas ont souvent intégré une infrastructure à plusieurs salles, parfois jusqu'à 30. Le nombre et la qualité des surfaces décorées ont également beaucoup augmenté, de même que le nombre de statues placées à l'intérieur. C'est durant la 6e dynastie que l'art a été le plus présent. La surface entière du mastaba était recouverte de scènes de la vie quotidienne, afin de montrer la prospérité de ceux qui avaient la chance de passer confortablement l'éternité près de la pyramide d'un pharaon. Le meilleur exemple de ce type de mastaba est le tombeau de Mereruka à Saqqara. Et ben. A priori, on a fini celui-ci. En fait, je pense que celui-là, il a été fait avant. Bah, vas-y, monte. Et l'autre était plus élaboré, on avait des petites questions à la fin et tout. Mais bon, c'est pas... Ils ont dû changer après au fur et à mesure. On a fait l'origine des pyramides. Bon, on va aller... on va peut-être aller sur celle-là. Allez. Ouais, je pense que l'autre était le deuxième qui a été fait. Parce qu'on avait les petites questions, on avait la possibilité de choisir les thèmes et tout. Donc à mon avis, ils ont fait d'abord sur celui-ci. Mais c'est pas gênant en soi, parce qu'on a les explications, tout ça. J'aimais bien les petits questionnaires à la fin, ça te permettait de retenir l'essentiel. Là, je suis pas sûre de retenir tout comme j'ai retenu sur Odyssée en fait. Mais en soi, c'est pas gênant. Et puis on a plein de déplacements qui sont pas forcément utiles, on va dire. Par rapport à l'autre où on cliquait et hop, on enchaînait les... On enchaînait les thèmes. Alors ça se trouve on peut le faire, hein, mais j'ai pas vu comment. Là je fais X et... Ah si, regardez on peut. Oh, je suis gourde. Bon, d'accord. Mais à coup pas, je vous ai fait faire. Vous avez le droit de me taper. En fait, il fallait rester appuyé sur le X. Bon, déjà, on va faire moins de déplacements inutiles, on va dire. C'est cool. Sorry, du coup, j'ai fait de la nage et de la bagarre avec un monsieur pour rien. Et puis celui-là, je pense que c'en est une. Le complexe de la pyramide à degrés de Djéser. La pyramide à degrés se trouve au centre d'un complexe fermé, comprenant des temples et des modèles de palais bâtis pour le séjour dans l'au-delà du pharaon Djéser. Le complexe funéraire proprement dit s'étend sur 15 hectares, au sommet du plateau de Saqqara. Ses dimensions et la précision de ses détails en font une merveille technologique pour l'époque. Les seules informations relatives aux plans qui nous sont parvenus ont été découvertes sur un morceau de pierre. Il s'agissait du croquis architectural d'une crypte. La pyramide à degrés est le premier édifice à avoir été bâti en pierre. Avec ses 60 mètres, elle était la plus haute construction de l'époque. Construite il y a 4700 ans, elle avait été conçue comme un mastaba, un tombeau rectangulaire à toit plat. Imhotep, son célèbre architecte,
a sans doute considéré qu'il serait trop modeste pour le grand pharaon Djéser. Alors il y a ajouté des degrés. La pyramide à degrés fait partie d'un complexe entouré d'un mur de 1600 mètres de long et de 10 mètres de haut. Cette imposante muraille de calcaire blanc était orientée selon l'axe nord-sud. Moi j'avoue qu'Imhotep c'est un nom qui me parle aussi. Il existait 14 portes, mais seule celle de l'Est était destinée aux vivants. Les autres, factices, étaient des portails pour laisser passer le cas du roi. Outre les portes factices, les murs comportaient des bastions et des flèches qui évoquaient une muraille défensive. Le placement de ces éléments laisse supposer qu'ils étaient liés à la fête Sed. La seule véritable entrée du complexe se trouvait à l'extrémité d'un étroit passage. Cette enceinte avait un surplomb de pierre taillée afin de ressembler à des rondins. À l'extrémité du passage se trouvait une large ouverture. Conçue pour ressembler à une porte, elle présentait des vantaux munis de gonds inamovibles ouverts en permanence. Oui, c'est vrai qu'on se croit en amphithéâtre, on a les explications et tout. Mais le fait d'être dans le décor, je trouve que c'est sympa. Le couloir était bordé de 20 paires de colonnes érigées en superposant des cylindres de pierre sur 6 mètres de haut. La façade ressemblait à des faisceaux de roseaux. On a trouvé des traces de peinture rouge sur les colonnes, ainsi que de la peinture noire sur les murs de soutien. Cela aurait eu pour but de fondre les murs dans les ombres, afin de dégager visuellement les colonnes. Mais n'empêche, pour l'époque, ils avaient des super techniques et tout, enfin, c'est incroyable. Des salles se trouvaient de part et d'autre des colonnes. On pense qu'il s'agissait de chapelles représentant les provinces de Haute et de Basse-Égypte. Selon certains égyptologues, la disposition de ces salles pourrait symboliser la compétence géographique et judiciaire. Ce tombeau, gardé par un alignement de serpents taillés, se trouve à l'extrémité sud de la cour. La chambre funéraire est située au fond d'un puits d'une profondeur de 30 mètres. La chambre au plafond bas ressemble à un mastaba. Elle est relativement bien préservée comparée à la chambre funéraire ultérieure. Le tombeau a été réalisé en granit rose, mais des éléments prouvent qu'il fut jadis en calcaire poli. Comme il est trop petit pour abriter un corps, il est possible qu'il ait été conçu pour le cas du roi, ou pour y abriter les vases canopes contenant ses organes. Les pratiques funéraires évoluèrent par la suite. Les vases canopes étaient alors placés dans la même chambre que le corps. Un escalier de calcaire poli conduit en direction de l'ouest du tombeau à des appartements souterrains. Certaines de ces salles devaient accueillir le roi et sa famille dans l'au-delà. On y a trouvé de nombreuses jarres de terre cuite de grande taille, certaines recélant encore des dépôts de bière, de lait et d'huile. Les fausses portes sont décorées de reliefs représentant le roi prenant part à des rites. On l'y voit porter des outils agricoles, courir et exécuter un rite de réanimation des défunts. L'architecte Imhotep a choisi d'utiliser la pierre afin d'assurer la pérennité du complexe. Après avoir achevé le mastaba initial, Imhotep envisagea une sépulture plus ambitieuse et décida d'empiler des mastabas les uns sur les autres. Des éléments montrent que la pyramide a été agrandie par 2 fois.
en pratiquant des coupes supplémentaires dans les degrés pour atteindre 62 mètres de haut pour une base de 121 mètres sur 109. C'est sûr que la civilisation du moment, c'est pas du tout la même. Un escalier permettant au pharaon d'entrer dans le monde divin était représenté par une pyramide à degrés de forme oblongue, enveloppant entièrement le mastaba originel. La pyramide proprement dite est une structure pleine. L'ensemble des chambres et tunnels est situé en dessous. Le pharaon Djéser le Sacré, fondateur de la troisième dynastie, régna pendant 19 ans. Pendant son règne, il fut appelé Horus Nedjeriket, divin du corps. Il reçut l'appellation de Djéser plusieurs siècles après sa mort, en témoignage de respect. Il est considéré comme l'un des plus grands pharaons. Un apocryphe fut rédigé à son sujet à l'époque ptolémaïque, 2500 ans après sa mort. Djéser était associé à la forme humaine d'Horus, le dieu du ciel. Près de la pyramide à degrés, on a découvert une inscription portant son nom et associée à Horus. Il fut le premier à résider à Memphis, ce qui en fit la capitale politique de la région. Djéser fit bâtir de nombreux temples et édifices avant le complexe de Saqqara. Ce complexe funéraire, le premier du genre, fut la plus grande réalisation architecturale de Djéser. Le problème de notre civilisation, c'est que tout le monde va en faire le moins possible. Donc, Le complexe funéraire fut bâti à l'image du palais de Djéser, la pierre étant taillée de manière à imiter la brique crue, les rondins et les roseaux. L'insertion de tels détails dans une pierre dure a dû être une tâche de longue haleine, exigeant une main-d'œuvre considérable. Une large part du complexe était destinée à accueillir la fête Sed. Cette dernière permettait au roi d'affirmer son autorité, même depuis l'au-delà. oui, des pyramides rectangles, c'est vrai. Non mais déjà, rien que la conception du truc, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il y a à faire le concept et après l'appliquer, quoi. Dans un coin de la cour se trouve un temple appelé Thé. Il fait partie des constructions les plus mystérieuses du complexe. Sa façade extérieure est lisse, mais l'intérieur est décoré de reliefs et de piliers de jade très ouvragés. Il est possible que cet endroit ait été destiné à la matérialisation du cas du roi, alors qu'il rendait symboliquement visite à la cour de Hebsed depuis l'au-delà. Ah, attendez, moi je vais juste chercher. Il y a un truc qui m'intrigue. Je suis en train de chercher ce que c'était le cas du roi, parce que depuis tout à l'heure il en parle et je connais pas. J'ai l'impression que c'est sa vie dans l'au-delà. La fête Sed permettait au pharaon de maintenir l'ordre universel et de renouveler les pouvoirs divins. La force vitale et la nature divine du roi étaient réaffirmées par l'intermédiaire d'une série d'épreuves et de rites religieux, puis des offrandes et la visite de sanctuaires de diverses divinités. Cette célébration devait représenter le jubilé du roi et se dérouler tous les 30 ans, mais ce calendrier n'était pas toujours respecté. Les plus anciennes dates de rituels connus remontent à la première dynastie. Attends, je vais juste faire un truc. On va enlever ce truc là, parce que ça nous met un truc à chaque fois.
À l'intérieur du complexe de Djéser, au sud-est de la pyramide, on trouve un espace consacré à ce rite essentiel que le roi a le devoir d'accomplir même dans l'au-delà. La cour de la Fed est bordée de fausses chapelles et dotée d'une plateforme munie de 2 escaliers représentant la Haute et la Basse Égypte. On estime que les 2 pavillons présents dans la cour représentent les palais de Haute et de Basse Égypte. De forme rectangulaire, ces 2 répliques se font face. Leur façade est similaire à celle des chapelles de la cérémonie de la Fed Sed, avec des colonnes dont le sommet rappelle des feuilles tombantes. La présence des noms de la reine Étéphernepti et de la princesse Initkes sur une stèle proche des pavillons laisse penser que ces chapelles funéraires leur étaient consacrées. Le temple funéraire se trouve dans la partie nord du complexe, face aux étoiles que le souverain défunt était censé rejoindre après sa mort. C'est dans ce temple que se trouvait le serdab du pharaon, sa crypte. Elle est située dans un petit espace clos dont l'un des murs est incliné selon la pente du 1er degré de la pyramide. Allez. Et là. Le mur nord possède 2 orifices d'observation. Une statue de Djéser est assise sur le trône, revêtue d'un manteau, d'une perruque tripartite et d'une couronne appelée Némès. Cette statue, qui représente le cas du roi, regarde la cour à travers les orifices, ce qui permet au roi de suivre les cérémonies et de recevoir des offrandes dans l'au-delà. Alors, je vais juste faire une petite pause, faut que je repasse aux toilettes. Je vais chercher des mouchoirs. J'arrive. Me revoilà, excusez-moi. Alors, je pensais m'arrêter là pour celui-ci aujourd'hui. Et puis on y reviendra en faisant 2-3 comme ça par moment. Du coup, j'ai trouvé comment me déplacer vite chez eux, donc c'est plus facile.